Alors on peut trouver mille causes à ce phénomène, au fait que le futur s'absente. La première, c'est que nous sommes orphelins des philosophies de l'histoire. Il y a eu des philosophies de l'histoire qui expliquaient comment l'histoire se déroule dans les grandes largeurs, ce qui permettait d'une certaine façon de dire ce que sera le futur, en s'appuyant sur elles. Le fait qu'on ait abandonné les philosophies de l'histoire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ces philosophies, c'était le nazisme, un communisme assez radical, c'était des idéologies. Et le fait qu'on les ait abandonnées est plutôt une bonne nouvelle. Régis Debray a écrit il n'y a pas très longtemps un livre qui s'intitule L'angle mort, dans lequel il donne une explication, ou disons une description de ce renversement dont je parle, qui s'est produit récemment. Il dit ceci: les prémodernes, donc ceux d'avant les Lumières, regardaient par-dessus leur épaule un âge d'or inventé mais perdu. L'idée, c'est que le temps nous éloignait en passant de l'âge d'or. Plus on s'éloignait de lui, plus les choses devenaient mauvaises. Il continue. Les modernes, c'est-à-dire ceux des Lumières et de la suite, les modernes regardaient devant eux vers un soleil en souffrance. Nous, postmodernes, nous courons sur un tapis roulant, les yeux bandés, après le scoop du jour. Fin de citation. Je pense que là, il a tout dit en une phrase, notamment cette dernière expression, le scoop du jour, ce qui amène tout droit à la seconde cause par laquelle le futur s'absente de nos représentations. Nous sommes piégés dans un flux d'informations qui nous submerge, nous sommes ensevelis sous des informations auxquelles les médias accordent une consistance parfois artificielle, et nous sommes fatigués par ce rythme effréné des informations. Ah, c'est pas tout à fait nouveau, Paul Valéry, qui est mort il y a quand même très longtemps, écrivait déjà en son temps que nous étions victimes, à l'époque où il n'y avait pas la télévision. Donc qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il disait: nous sommes victimes d'une intoxication par la hâte. Ça va trop vite, on n'arrive plus à assimiler, et nous ne parvenons plus à lire l'avenir dans le présent, ni à penser ce qui va survenir en prolongement de ce qui est. En fait, on est complètement monopolisé par l'absorption du hic et nunc, et nous avons perdu les moyens de discerner quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger. On connaît tellement bien le présent, enfin c'est en tout cas l'impression qu'on n'arrive plus à partir de sa connaissance d'extrapoler ce vers quoi il nous amène. Qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce qui est en train de se construire? Qu'est-ce qui est en train de se détruire? Personne n'en sait rien. Et personne, en fait, ne peut vraiment le savoir. Et si vous regardez, enfin non, je ne vais pas faire de politique, mais écoutez un peu la campagne pour les européennes, à quel point cette campagne est présentiste. Il n'y a aucun projet à long terme, on dit juste, on parle des crises, et on explique comment on va résoudre telle et telle crise. Mais c'est pas un projet, ça. C'est beaucoup plus curatif que projectif. Alors je ne dis pas ça pour incriminer ceux qui font ces campagnes. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Parce qu'en fait, en effet, personne ne sait dire vraiment ce qui se construit, ni ne sait dire ce qui se détruit. Et pourquoi nous l'ignorons? Nous l'ignorons pour une grande part parce que, paradoxalement, nous avons compris quelque chose. Autrement dit, c'est parce que nous savons quelque chose que nous ne savons pas. C'est intéressant. Et qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que, par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Or, comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire? Nous sommes désormais conscients que nous grignotons de plus en plus avidement le fruit terrestre de taille finie qui nous porte, mais nous ne savons pas comment enrayer cette mauvaise tendance. Nous savons que nous le faisons, mais nous ne savons pas dire comment faire pour cesser de le faire. Et donc nous pressentons que cet avenir même que nous sommes en train d'anticiper par nos actions, par nos choix,
pourrait se révéler radicalement autre, et au fond de nous-mêmes, nous le craignons. Alors, on craint tellement que, en novembre 2018, j'ai trouvé un sondage qui a été commandé par la fondation Bertelsmann dans 5 pays européens, qui sont la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne. Et là, je vous donne les chiffres pour la globalité de ces 5 pays. Le sondage révèle que 67% des sondés préféreraient vivre dans le passé. Incroyable. Et seuls 16% des jeunes veulent vivre dans le futur. C'est un truc absurde, hein, parce que où est-ce qu'ils vont vivre ailleurs? Je veux dire, la question est posée comme s'il y avait le choix entre vivre dans le futur ou ailleurs. Mais non, c'est le futur ou rien. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, ça c'est aussi une illustration du présentisme dont je parle, le fait qu'on est scotché dans le présent. Quand on dit qu'on préférait vivre dans le passé, c'est une phrase ambiguë. Est-ce que vivre dans le passé, ça veut dire retourner, je sais pas moi, en 1927, sans connaître la suite de l'histoire? Ou bien est-ce que c'est vivre en 1927 comme vivaient les gens de 1927, c'est-à-dire sans connaître la suite de l'histoire? Moi, je pense qu'aucun d'entre nous, connaissant la suite de l'histoire, c'est-à-dire ayant vécu en 2019, ne supporterait de vivre en 1927. En tout cas, au moment d'aller chez le dentiste. Moi, je rêverais d'aller en 1927 au congrès Solvay à Bruxelles, écouter les physiciens qui se réunissaient là, à l'hôtel Métropole, pour fonder ce qui va devenir la physique quantique. J'adorerais écouter les discussions entre Einstein, Bohr et tous les autres. J'aimerais beaucoup vivre cette époque, mais pas si je dois aller chez le dentiste. C'était une torture. Et qui, parmi nous, serait capable, sachant qu'il existe des anesthésiants efficaces, de vivre les conditions dans lesquelles se faisaient les opérations de l'époque? Donc je pense que psychiquement, et sans doute même physiquement, on ne supporterait pas le passé. Si je devais aller dans une tranchée de 1914, dans les conditions où ça s'est passé, je pense que j'aurais envie de rentrer chez moi le soir même. Comme ça, multiplier les exemples. Et puis, le futur fait peur, on ne veut pas y vivre. En tout cas, on n'est pas pressé d'y vivre, il n'y a pas d'impatience. Ce qui explique un peu ce sentiment qu'on est bien dans le présent, il ne faut pas trop en bouger, ni en reculant, ni en avançant, de sorte que tout ce qui l'a précédé et tout ce qui va suivre demeure en grande partie impensé. Alors, il y a de bonnes raisons à cette sorte de pessimisme qu'exprime ce sondage, que je ne partage pas, mais je constate qu'il s'exprime. D'ailleurs, le pays le plus pessimiste, vous le savez, c'est quand même nous. C'est un des trucs où on est systématiquement champion du monde. Les Français sont plus pessimistes que les Italiens, que les Polonais, que les Allemands. Et en fait, il y a de bonnes raisons. On pourrait peut-être penser que les Français sont plus conscients et lucides que les autres. Ils savent, par exemple, que l'humanité, depuis plusieurs décennies déjà, consomme davantage de ressources renouvelables qu'il ne s'en régénère. Ça veut dire que l'humanité vit à crédit. Voilà. Elle emprunte plus que ce que la nature est capable de produire en remboursement de son emprunt. Dès lors, sauf à jouer avec les mots, comment le développement de l'humanité pourrait-il devenir durable? Les scientifiques font des études scientifiques, ils constatent la diminution des espaces de vie, ils constatent un effondrement de la biodiversité, la pollution des sols, de l'eau, de l'air, ils constatent la déforestation, et dans tous ces domaines-là, tous les indicateurs sont alarmants et toutes les projections sont inquiétantes. Ça veut dire que ce que nous dit la science, en tout cas ces sciences-là, est plutôt le sentiment que les choses, toutes les choses dont on parle là, se dégradent. Ce qui est assez nouveau dans le discours scientifique. La science a plutôt produit, pendant les Lumières et pendant cette période qu'on appelle la modernité, un discours
montrant que plus tard, tout ira mieux. Là, il y a une sorte d'inversion. Alors, évidemment, il y a le changement climatique, dont on parle beaucoup, changement climatique d'origine anthropique. Un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Cassingena-Trévidi, a écrit récemment, dans la revue Études, une chronique qu'il a appelée Inferno. Il dit la même chose que ce que je viens de dire, mais il le dit tellement bien que je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de sa chronique. Il dit ceci: les humeurs sécrétées par l'ère industrielle ont atteint désormais une masse et une efficacité suffisantes pour que l'homme se découvre, ahuri, comme ce cinquième élément du monde, capable de déconcerter le jeu, l'harmonie des quatre autres, que la cosmologie traditionnelle croyait imperturbable. L'homme, cette quintessence, réalise sa faculté de conduire l'univers au chaos. Le conquérant, grisé par l'encens des turiféraires qui lui prêtaient des attributs de monarque définitif, commence de concevoir que son épopée désinvolte puisse se réduire à un simple épisode dont des sédiments sans âge et sans âme conserveront à peine les fossiles. Fin de citation, c'est beau comme du pays, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire l'environnement qui est nécessaire au prolongement de